La Marquise de George Sand. Cette nouvelle fut publiée dans la Revue de Paris en décembre 1832. Lue par Chantal Bidet. La marquise de R n'était pas fort spirituelle, quoiqu'il soit reçu en littérature que toutes les vieilles femmes doivent pétiller d'esprit. Son ignorance était extrême sur toutes les choses que le frottement du monde ne lui avait point apprises. Elle n'avait pas non plus cette excessive délicatesse d'expression, cette pénétration exquise, ce tact merveilleux qui distingue, à ce qu'on dit, les femmes qui ont beaucoup vécu. Elle était, au contraire, étourdie, brusque, franche, quelquefois même cynique. Elle détruisait absolument toutes les idées que je m'étais faites d'une marquise du bon temps. Et pourtant, elle était bien marquise, et elle avait vu la cour de Louis XV, mais comme ça avait été dès lors un caractère d'exception, je vous prie de ne pas chercher dans son histoire l'étude sérieuse des mœurs d'une époque. La société me semble si difficile à connaître bien et à bien peindre dans tous les temps que je ne veux point m'en mêler. Je me bornerai à vous raconter de ces faits particuliers qui établissent des rapports de sympathie irrécusables entre les hommes de toutes les sociétés et de tous les siècles. Je n'avais jamais trouvé un grand charme dans la société de cette marquise. Elle ne me semblait remarquable que pour la prodigieuse mémoire qu'elle avait conservée du temps de sa jeunesse et pour la lucidité virile avec laquelle s'exprimaient ses souvenirs. Du reste, elle était, comme tous les vieillards, oublieuse des choses de la veille et insouciante des événements qui n'avaient point sur sa destinée une influence directe. Elle n'avait pas eu une de ces beautés piquantes qui, manquant d'éclat et de régularité, ne pouvait se passer d'esprit. Une femme ainsi faite en acquérait pour devenir aussi belle que celle qui l'était davantage. La marquise, au contraire, avait eu le malheur d'être incontestablement belle. Je n'ai vu d'elle que son portrait, qu'elle avait, comme toutes les vieilles femmes, la coquetterie d'étaler dans sa chambre à tous les regards. Elle y était représentée en nymphe chasseresse, avec un corsage de satin imprimé imitant la peau de tigre, des manches de dentelle, un arc de bois de sandal et un croissant de perles qui se jouait sur ses cheveux crêpés. C'était, malgré tout, une admirable peinture et surtout une admirable femme, grande, svelte, brune, avec des yeux noirs, des traits sévères et nobles, une bouche vermeille qui ne souriait point et des mains qui, dit-on, avaient fait le désespoir de la princesse de Lamballe. Sans la dentelle, le satin et la poudre, c'eût été vraiment là une de ces nymphes fières et agiles que les mortels apercevaient au fond des forêts ou sur le flanc des montagnes pour en devenir fous d'amour et de regret. Pourtant, la marquise avait eu peu d'aventure. De son propre aveu, elle avait passé pour manquer d'esprit. Les hommes blasés d'alors aimaient moins la beauté pour elle-même que pour ses agaceries coquettes. Des femmes infiniment moins admirées lui avaient ravi tous ses adorateurs et, ce qu'il y a d'étrange, elle n'avait pas semblé s'en soucier beaucoup. Ce qu'elle m'avait raconté, à bâton rompu, de sa vie me faisait penser que ce cœur-là n'avait point eu de jeunesse et que la froideur de l'égoïsme avait dominé toute autre faculté. Cependant, je voyais autour d'elle des amitiés assez vives pour la vieillesse. Ses petits-enfants la chérissaient, et elle faisait du bien sans ostentation. Mais comme elle ne se piquait pas de principe, et avouait n'avoir jamais aimé son amant, le vicomte de Larieux, je ne pouvais pas trouver d'autre explication à son caractère. Un soir, je la vis plus expansive encore que de coutume. Il y avait de la tristesse dans ses pensées. « Mon cher enfant, me dit-elle, le vicomte de Larieux vient de mourir de sa goutte. C'est une grande douleur pour moi, qui fus son ami pendant 60 ans. Et puis, il est effrayant de voir comme l'on meurt. Ce n'est pas étonnant, il était si vieux. »« Quel âge avait-il » demandai-je. «
84 ans. Pour moi, j'en ai 80, mais je ne suis pas infirme comme il l'était, je dois espérer de vivre plus que lui. N'importe, voici plusieurs de mes amis qui s'en vont cette année, et on a beau se dire qu'on est plus jeune et plus robuste, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur quand on voit partir ainsi ses contemporains. Ainsi, lui dis-je, voilà tous les regrets que vous lui accordez à ce pauvre Larieux, qui vous a adoré pendant 60 ans, qui n'a cessé de se plaindre de vos rigueurs et qui ne s'en est jamais rebuté. C'était le modèle des amants, celui-là. On ne fait plus de pareils hommes. « Laissez donc, » dit la marquise avec un sourire froid. Cet homme avait la manie de se lamenter, de se dire malheureux. Il ne l'était pas du tout, chacun le sait. Voyant ma marquise en train de babiller, je la pressai de questions sur ce vicomte de Larieux et sur elle-même, et voici la singulière réponse que j'en obtins. Mon cher enfant, je vois bien que vous me regardez comme une personne d'un caractère très maussade et très inégal. Il se peut que cela soit. Jugez-en vous-même, je vais vous dire toute mon histoire et vous confesser des travers que je n'ai jamais dévoilés à personne. Vous qui êtes d'une époque sans préjugés, vous me trouverez moins coupable peut-être que je ne me le semble à moi-même, mais quelle que soit l'opinion que vous prendrez de moi, je ne mourrai pas sans m'être fait connaître à quelqu'un. Peut-être me donnerez-vous quelques marques de compassion qui adoucira la tristesse de mes souvenirs. Je fus élevé à Saint-Cyr. L'éducation brillante qu'on y recevait produisait effectivement fort peu de choses. J'en sortis à 16 ans pour épouser le marquis de R, qui en avait 50, et je n'osais pas m'en plaindre, car tout le monde me félicitait sur ce beau mariage, et toutes les filles sans fortune enviaient mon sort. J'ai toujours eu peu d'esprit, dans ce temps-là j'étais tout à fait bête. Cette éducation claustrale avait achevé d'engourdir mes facultés déjà très lentes. Je sortis du couvent avec une de ces niaises innocences dont on a bien tort de nous faire un mérite, et qui nuisent souvent au bonheur de toute notre vie. En effet, l'expérience que j'acquis en 6 mois de mariage trouva un esprit si étroit pour la recevoir qu'elle ne me servit de rien. J'appris non pas à connaître la vie, mais à douter de moi-même. J'entrai dans le monde avec des idées tout à fait fausses et des préventions dont toute ma vie n'a pu détruire l'effet. À 16 ans et demi, j'étais veuve. Et ma belle-mère, qui m'avait prise en amitié pour la nullité de mon caractère, m'exhorta à me remarier. Il est vrai que j'étais grosse, et que le faible douaire qu'on me laissait devait retourner à la famille de mon mari au cas où je donnerais un beau-père à son héritier. Dès que mon deuil fut passé, on me produisit donc dans le monde et l'on m'y entoura de galants. J'étais alors dans tout l'éclat de la beauté, et, de l'aveu de toutes les femmes, il n'était point de figure ni de taille qui pussent m'être comparées. Mais mon mari, ce libertin vieux et blasé qui n'avait jamais eu pour moi qu'un dédain ironique, et qui m'avait épousé pour obtenir une place promise à ma considération, m'avait laissé tant d'aversion pour le mariage que jamais je ne voulus consentir à contracter de nouveaux liens. Dans mon ignorance de la vie, je m'imaginais que tous les hommes étaient les mêmes, que tous avaient cette sécheresse de cœur, cette impitoyable ironie, ces caresses froides et insultantes qui m'avaient tant humilié. Toute bornée que j'étais, j'avais fort bien compris que les rares transports de mon mari ne s'adressaient qu'à une belle femme et qu'il n'émettait rien de son âme. Je redevenais ensuite pour lui une sotte dont il rougissait en public et qu'il eût voulu pouvoir renier. Cette funeste entrée dans la vie me désenchanta pour jamais. Mon cœur, qui n'était peut-être pas destiné à cette froideur, se resserra et s'entoura de méfiance. Je pris les hommes en aversion et en dégoût. Leurs hommages m'insultèrent, je ne vis en eux que des fourbes qui se faisaient esclaves pour devenir tyrans. Je leur vouai un ressentiment et une haine éternels. Quand on n'a pas besoin de vertu, on n'en a pas,
Voilà pourquoi, avec les mœurs les plus austères, je ne fus point vertueuse. Oh, combien je regrettais de ne pouvoir l'être, combien je l'enviais, cette force morale et religieuse qui combat les passions et colore la vie. La mienne fut si froide et si nulle. Que n'eussé-je point donné pour avoir des passions à réprimer, une lutte à soutenir, pour pouvoir me jeter à genoux et prier, comme ces jeunes femmes que je voyais, au sortir du couvent, se maintenir sages dans le monde durant quelques années à force de ferveur et de résistance. Moi, malheureuse, qu'avais-je à faire sur la terre? Rien qu'à me parer, à me montrer et à m'ennuyer. Je n'avais point de cœur, point de remords, point de terreur. Mon ange gardien dormait au lieu de veiller. La Vierge et ses chastes mystères étaient pour moi sans consolation et sans poésie. Je n'avais nul besoin des protections célestes. Les dangers n'étaient pas faits pour moi, et je me méprisais pour ce dont j'eusse dû me glorifier. Car il faut vous dire que je m'en prenais à moi autant qu'aux autres, quand je trouvais en moi cette volonté de ne pas aimer dégénérer en impuissance. J'avais souvent confié aux femmes qui me pressaient de faire choix d'un mari ou d'un amant l'éloignement que m'inspiraient l'ingratitude, l'égoïsme et la brutalité des hommes. Elles me riaient au nez quand je parlais ainsi, m'assurant que tous n'étaient pas semblables à mon vieux mari et qu'ils avaient des secrets pour se faire pardonner leurs défauts et leurs vices. Cette manière de raisonner me révoltait. J'étais humiliée d'être femme en entendant d'autres femmes exprimer des sentiments aussi grossiers et rire comme des folles quand l'indignation me montait au visage. Je m'imaginais un instant valoir mieux qu'elles toutes. Et puis je retombais avec douleur sur moi-même, l'ennui me rongeait. La vie des autres était remplie, la mienne était vide et oisive. Alors je m'accusais de folie et d'ambition démesurée. Je me mettais à croire tout ce que m'avaient dit ces femmes rieuses et philosophes qui prenaient si bien leur siècle comme il était. Je me disais que l'ignorance m'avait perdue, que je m'étais forgé des espérances chimériques, que j'avais rêvé des hommes loyaux et parfaits qui n'étaient point de ce monde. En un mot, je m'accusais de tous les torts qu'on avait eus envers moi. Tant que les femmes espérèrent me voir bientôt convertie à leurs maximes et à ce qu'elles appelaient leur sagesse, elles me supportèrent. Il y en avait même plus d'une qui fondait sur moi un grand espoir de justification pour elle-même, plus d'une qui avait passé des témoignages exagérés d'une vertu farouche à une conduite éventée, et qui se flattait de me voir donner au monde l'exemple d'une légèreté capable d'excuser la sienne. Mais quand elles virent que cela ne se réalisait point, que j'avais déjà 20 ans et que j'étais incorruptible, elles me prirent en horreur. Elles prétendirent que j'étais leur critique incarnée et vivante. Elles me tournèrent en ridicule avec leurs amants, et ma conquête fut l'objet des plus outrageants projets et des plus immorales entreprises. Des femmes d'un haut rang dans le monde ne rougirent point de tramer en riant d'infâmes complots contre moi. Et dans la liberté de mœurs de la campagne, je fus attaquée de toutes les manières, avec un acharnement de désir qui ressemblait à de la haine. Il y eut des hommes qui promirent à leurs maîtresses de m'apprivoiser, et des femmes qui permirent à leurs amants de l'essayer. Il y eut des maîtresses de maison qui s'offrirent à égarer ma raison avec l'aide des vins de leur souper. J'eus des amis et des parents qui me présentèrent pour me tenter, des hommes dont j'aurais fait de très beaux cochers pour ma voiture. Comme j'avais eu l'ingénuité de leur ouvrir toute mon âme, elles savaient fort bien que ce n'était ni la piété, ni l'honneur, ni un ancien amour qui me préservait, mais bien la méfiance et un sentiment de répulsion involontaire. Elles ne manquèrent pas de divulguer mon caractère et, sans tenir compte des incertitudes et des angoisses de mon âme, elles répondirent hardiment que je méprisais tous les hommes. Il n'est rien qui les blesse plus que ce sentiment. Ils pardonnent plutôt le libertinage que le dédain. Aussi partagèrent-ils l'aversion que les femmes avaient pour moi. Ils ne me recherchèrent plus que pour satisfaire leur vengeance
et me railler ensuite. Je trouvais l'ironie et la fausseté écrites sur tous les fronts, et ma misanthropie s'en accrut chaque jour. Une femme d'esprit eût pris son parti sur tout cela. Elle eût persévéré dans la résistance, ne fût-ce que pour augmenter la rage de ses rivales. Elle se fût jetée ouvertement dans la piété pour se rattacher à la société de ce petit nombre de femmes vertueuses qui, même en ce temps-là, faisaient l'édification des honnêtes gens. Mais je n'avais pas assez de force dans le caractère pour faire face à l'orage qui grossissait contre moi. Je me voyais délaissé, haï, méconnu. Déjà ma réputation était sacrifiée aux imputations les plus horribles et les plus bizarres. Certaines femmes, vouées à la plus licencieuse débauche, feignaient de se voir en danger auprès de moi. Sur ces entrefaites arriva de province un homme sans talent, sans esprit, sans aucune qualité énergique ou séduisante, mais doué d'une grande candeur et d'une droiture de sentiments bien rares dans le monde où je vivais. Je commençais à me dire qu'il fallait faire enfin un choix, comme disaient mes compagnes. Je ne pouvais pas me marier, étant mère, et n'ayant confiance à la beauté d'aucun homme, je ne croyais pas avoir ce droit. C'était donc un amant qu'il me fallait accepter pour être au niveau de la compagnie où j'étais jetée. Je me déterminai en faveur de ce provincial, dont le nom et l'état dans le monde me couvraient d'une assez belle protection. C'était le vicomte de Larieux. Il m'aimait, lui, et dans la sincérité de son âme. Mais son âme, en avait-il une? C'était un de ces hommes froids et positifs qui n'ont pas même pour eux l'élégance du vice et de l'esprit du mensonge. Il m'aimait à son ordinaire, comme mon mari m'avait quelquefois aimé. Il n'était frappé que de ma beauté et ne se mettait pas en peine de découvrir mon cœur. Chez lui, ce n'était pas dédain, c'était ineptie. S'il eût trouvé en moi la puissance d'aimer, il n'eût pas su comment y répondre. Je ne crois pas qu'il ait existé un homme plus matériel que ce pauvre Larieux. Il mangeait avec volupté, il s'endormait sur tous les fauteuils, et le reste du temps il prenait du tabac. Il était ainsi toujours occupé à satisfaire quelque appétit physique. Je ne pense pas qu'il eût une idée par jour. Avant de l'élever jusqu'à mon intimité, j'avais de l'amitié pour lui. Parce que si je ne trouvais en lui rien de grand, du moins je n'y trouvais rien de méchant. Et en cela seul consistait sa supériorité sur tout ce qui m'entourait. Je me flattais donc, en écoutant ses galanteries, qu'il me réconcilierait avec la nature humaine, et je me confiais à sa loyauté. Mais à peine lui eus-je donné sur moi ces droits que les femmes faibles ne reprennent jamais, qu'il me persécuta d'un genre d'obsession insupportable et réduisit tout son système d'affection au seul témoignage qu'il fut capable d'apprécier. Vous voyez, mon ami, que j'étais tombé de Charybde en Scylla. Cet homme, qu'à son large appétit et à ses habitudes de sieste, j'avais cru d'un sang si calme, n'avait même pas en lui le sentiment de cette forte amitié que j'espérais rencontrer. Il disait en riant qu'il lui était impossible d'avoir de l'amitié pour une belle femme, et si vous saviez ce qu'il appelait l'amour. Je n'ai point la prétention d'avoir été pétri d'un autre limon que toutes les autres créatures humaines. À présent que je ne suis plus d'aucun sexe, je pense que j'étais alors tout aussi femme qu'une autre, mais qu'il a manqué au développement de mes facultés de rencontrer un homme que je puisse aimer assez pour jeter un peu de poésie sur les faits de la vie animale. Mais cela n'étant point vous-même, qui êtes un homme, et par conséquent moins délicat sur cette perception de sentiment, vous devez comprendre le dégoût qui s'empare du cœur quand on se soumet aux exigences de l'amour sans en avoir compris les besoins. En 3 jours, le vicomte de Larieux me devint insoutenable. Eh bien, mon cher, je n'eus jamais l'énergie de me débarrasser de lui. Pendant 60 ans, il a fait mon tourment et ma satiété. Par complaisance, par faiblesse ou par ennui, je l'ai supporté.
toujours mécontent de mes répugnances et toujours attiré vers moi par les obstacles que je mettais à sa passion, il a eu pour moi l'amour le plus patient, le plus courageux, le plus soutenu et le plus ennuyeux qu'un homme ait jamais eu pour une femme. Il est vrai que, depuis que je l'avais érigé auprès de moi en protecteur, mon rôle dans le monde était infiniment moins désagréable. Les hommes n'osaient plus me rechercher, car le vicomte était un terrible ferrailleur et un atroce jaloux. Les femmes, qui avaient prédit que j'étais incapable de fixer un homme, voyaient avec dépit le vicomte enchaîné à mon char, et peut-être entrait-il dans ma patience envers lui un peu de cette vanité qui ne permet point à une femme de paraître délaissée. Il n'y avait pourtant pas de quoi se glorifier beaucoup dans la personne de ce pauvre Larieux, mais c'était un fort bel homme. Il avait du cœur, il savait se taire à propos, il menait un grand train de vie, il ne manquait pas non plus de cette fatuité modeste qui fait ressortir le mérite d'une femme. Enfin, outre que les femmes n'étaient point du tout dédaigneuses de cette fastidieuse beauté qui me semblait être le principal défaut du vicomte, elles étaient surprises du dévouement sincère qu'il me marquait et le proposaient pour modèle à leurs amants. Je m'étais donc placé dans une situation enviée, mais cela, je vous assure, me dédommageait médiocrement des ennuis de l'intimité. Je les supportais pourtant avec résignation et je gardais à Larieux une inviolable fidélité. Voyez, mon cher enfant, si je fus aussi coupable envers lui que vous l'avez pensé. Je vous ai parfaitement comprise, lui répondis-je. C'est vous dire que je vous plains et que je vous estime. Vous avez fait aux mœurs de votre temps un véritable sacrifice et vous fûtes persécuté parce que vous valiez mieux que ces mœurs-là. Avec un peu plus de force morale, vous eussiez trouvé dans la vertu tout le bonheur que vous ne trouvâtes point dans une intrigue. Mais laissez-moi m'étonner d'un fait, c'est que vous n'ayez point rencontré, dans tout le cours de votre vie, un seul homme capable de vous comprendre et digne de vous convertir au véritable amour. Faut-il en conclure que les hommes d'aujourd'hui valent mieux que les hommes d'autrefois? Ce serait de votre part une grande fatuité, me répondit-elle en riant. J'ai fort peu à me louer des hommes de mon temps, et cependant je doute que vous ayez fait beaucoup de progrès, mais ne moralisons point. Qu'ils soient ce qu'ils sont, la faute de mon malheur est toute à moi. Je n'avais pas l'esprit de le juger. Avec ma sauvage fierté, il aurait fallu être une femme supérieure et choisir d'un coup d'œil d'aigle entre tous ces hommes si plats, si faux et si vides, un de ces êtres vrais et nobles, qui sont rares et exceptionnels dans tous les temps. J'étais trop ignorante, trop bornée pour cela. À force de vivre, j'ai acquis plus de jugement. Je me suis aperçu que certains d'entre eux, que j'avais confondus dans ma peine, méritaient d'autres sentiments. Mais alors j'étais vieille. Il n'était plus temps de m'en aviser. Et tant que vous fûtes jeune, repris-je, vous ne fûtes pas une seule fois tenté de faire un nouvel essai? Cette aversion farouche n'a jamais été ébranlée? Cela est étrange. La marquise garda un instant le silence, mais tout à coup, posant avec bruit sur la table sa tabatière d'or, qu'elle avait longtemps roulée entre ses doigts, « Eh bien, puisque j'ai commencé à me confesser, dit-elle, je veux tout avouer. Écoutez bien. Une fois, une seule fois dans ma vie, j'ai été amoureuse. Mais amoureuse comme personne ne l'a été, d'un amour passionné, indomptable, dévorant. Et pourtant idéal et platonique s'il en fut. Oh, cela vous étonne bien d'apprendre qu'une marquise du XVIIIe siècle n'ait eu dans toute sa vie qu'un amour, et un amour platonique. C'est que, voyez-vous, mon enfant, vous autres jeunes gens, vous croyez bien connaître les femmes, et vous n'y entendez rien. Si beaucoup de vieilles de 80 ans se mettaient à vous raconter franchement leur vie, peut-être découvririez-vous dans l'âme féminine des sources de vices et de vertus dont vous n'avez pas l'idée.
Maintenant, devinez de quel rang fut l'homme pour qui, moi, marquise, et marquise hautaine et fière entre toutes, je perdis tout à fait la tête. Le roi de France ou le dauphin Louis XVI? Oh, si vous débutez ainsi, il vous faudra 3 heures pour arriver jusqu'à mon amant. J'aime mieux vous le dire. C'était un comédien. C'était toujours bien un roi, j'imagine. Le plus noble et le plus élégant qui monta jamais sur les planches. Vous n'êtes pas surpris? Pas trop. J'ai ouï dire que ces unions disproportionnées n'étaient pas rares, même dans le temps où les préjugés avaient le plus de force en France. Laquelle des amies de Madame d'Épinay vivait donc avec Géliot? Comme vous connaissez notre temps, cela fait pitié. Et c'est précisément parce que ces traits-là sont consignés dans les mémoires et cités avec étonnement que vous devriez conclure leur rareté et leur contradiction avec les mœurs du temps. Soyez sûr qu'il faisait dès lors un grand scandale, et lorsque vous entendez parler d'horribles dépravations, du duc de Guiche et de Manicamp, de Madame de Lionne et de sa fille, vous pouvez être assuré que ces choses-là étaient aussi révoltantes au temps où elles se passèrent qu'au temps où vous les lisez. Croyez-vous donc que ceux dont la plume indignée vous les a transmises fussent les seuls honnêtes gens de France? Je n'osais point contredire la marquise. Je ne sais lequel de nous deux était compétent pour juger la question. Je la ramenai à son histoire, qu'elle reprit ainsi. Pour vous prouver combien peu cela était toléré, je vous dirai que la première fois que je le vis, et que j'exprimai mon admiration à la comtesse de Ferrières, qui se trouvait auprès de moi, elle me répondit « Ma toute belle, vous ferez bien de ne pas dire votre avis si chaudement, devant une autre que moi. On vous raillerait cruellement si l'on vous soupçonnait d'oublier qu'aux yeux d'une femme bien née, un comédien ne peut pas être un homme. » Cette parole de Madame de Ferrières me resta dans l'esprit. Je ne sais pourquoi. Dans la situation où j'étais, ce ton de mépris me paraissait absurde. Et cette crainte que je ne vinsse à me compromettre par mon admiration semblait une hypocrite méchanceté. Il s'appelait Lelio, était italien de naissance, mais parlait admirablement le français. Il pouvait bien avoir 35 ans, quoique sur la scène il parut souvent n'en avoir pas 20. Il jouait mieux Corneille que Racine, mais dans l'un et dans l'autre, il était inimitable. Je m'étonne, dis-je en interrompant la marquise, que son nom ne soit pas resté dans les annales du talent dramatique. Il n'eut jamais de réputation, répondit-elle. On ne l'appréciait ni à la ville et à la cour. À ses débuts, j'ai ouï dire qu'il fut outrageusement sifflé. Par la suite, on lui tint compte de la chaleur de son âme et de ses efforts pour se perfectionner, on le toléra, on l'applaudit parfois, mais en somme, on le considéra toujours comme un comédien de mauvais goût. C'était un homme qui, en fait d'art, n'était pas plus de son siècle qu'en fait de mœurs je n'étais du mien. Ce fut peut-être là le rapport immatériel, mais tout-puissant, qui des deux extrémités de la chaîne sociale attira nos âmes l'une vers l'autre. Le public n'a pas plus compris Lelio que le monde ne m'a jugé. Cet homme est exagéré, disait-on de lui. Il se force, il ne sent rien. Et de moi l'on disait ailleurs, cette femme est méprisante et froide. Elle n'a pas de cœur. Qui sait si nous n'étions pas les deux êtres qui sentaient le plus vivement de l'époque? Dans ce temps-là, on jouait la tragédie décemment. Il fallait avoir bon ton, même en donnant un soufflet. Il fallait mourir convenablement et tomber avec grâce. L'art dramatique était façonné aux convenances du beau monde, la diction et le geste des acteurs étaient en rapport avec les paniers et la poudre dont on affublait encore Phèdre et Clytemnestre. Je n'avais pas calculé et senti les défauts de cette école. Je n'allais pas loin dans mes réflexions. Seulement la tragédie m'ennuyait à mourir, et comme il était de mauvais ton d'en convenir, j'allais courageusement m'y ennuyer 2 fois par semaine, mais l'air froid et contraint dont j'écoutais ces pompeuses tirades faisait dire de moi que j'étais insensible au charme des beaux vers.
J'avais fait une assez longue absence de Paris quand je retournais un soir à la Comédie-Française pour voir jouer le Cid. Pendant mon séjour à la campagne, Lelio avait été admis à ce théâtre et je le voyais pour la première fois. Il joua Rodrigue. Je n'entendis pas plus tôt le son de sa voix que je fus ému. C'était une voix plus pénétrante que sonore, une voix nerveuse et accentuée. Sa voix était une des choses que l'on critiquait en lui. On voulait que le Cid eût une basse taille, comme on voulait que tous les héros de l'Antiquité fussent grands et forts. Un roi qui n'avait pas 5 pieds 6 pouces ne pouvait pas ceindre le diadème, cela était contraire aux arrêts du bon goût. Lelio était petit et grêle. Sa beauté ne consistait pas dans les traits, mais dans la noblesse du front, dans la grâce irrésistible des attitudes, dans l'abandon de la démarche, dans l'expression fière et mélancolique de la physionomie. Je n'ai jamais vu dans une statue, dans une peinture, dans un homme, une puissance de beauté plus idéale et plus suave. C'est pour lui qu'aurait dû être créé le mot de charme, qui s'appliquait à toutes ses paroles, à tous ses regards, à tous ses mouvements. Que vous dirais-je? Ce fut en effet un charme jeté sur moi. Cet homme qui marchait, qui parlait, qui agissait sans méthode et sans prétention, qui sanglotait avec le cœur autant qu'avec la voix, qui s'oubliait lui-même pour s'identifier avec la passion, cet homme que l'âme semblait usée et brisée et dont un regard renfermait tout l'amour que j'avais cherché vainement dans le monde, exerça sur moi une puissance vraiment électrique. Cet homme, qui n'était pas né dans son temps de gloire et de sympathie, et qui n'avait que moi pour le comprendre et marcher avec lui, fut pendant 5 ans mon roi, mon Dieu, ma vie, mon amour. Je ne pouvais plus vivre sans le voir. Il me gouvernait, il me dominait. Ce n'était pas un homme pour moi, mais je l'entendais autrement que Madame de Ferrières. C'était bien plus. C'était une puissance morale, un maître intellectuel dont l'âme pétrissait la mienne à son gré. Bientôt il me fut impossible de renfermer les impressions que je recevais de lui. J'abandonnai ma loge à la Comédie-Française pour ne pas me trahir. Je feignis d'être devenue dévote et d'aller, le soir, prier dans les églises. Au lieu de cela, je m'habillais en grisette et j'allais me mêler au peuple pour l'écouter et le contempler à mon aise. Enfin, je gagnai un des employés du théâtre et j'eus dans un coin de la salle une place étroite et secrète où nul regard ne pouvait m'atteindre et où je me rendais par un passage dérobé. Pour plus de sûreté, je m'habillais en écolier. Ces folies que je faisais pour un homme avec lequel je n'avais jamais échangé un mot ni un regard avaient pour moi tout l'attrait du mystère et toute l'illusion du bonheur. Quand l'heure de la comédie sonnait à l'énorme pendule de mon salon, de violentes palpitations me saisissaient. J'essayais de me recueillir, tandis qu'on apprêtait ma voiture. Je marchais avec agitation, et si Larieux était près de moi, je le brutalisais pour le renvoyer. J'éloignais avec un art infini les autres importuns. Tout l'esprit que me donna cette passion de théâtre n'est pas croyable. Il faut que j'aie eu bien de la dissimulation et bien de la finesse pour le cacher pendant 5 ans à Larieux, qui était le plus jaloux des hommes, et à tous les méchants qui m'entouraient. Il faut vous dire qu'au lieu de la combattre, je m'y livrais avec avidité, avec délice. Elle était si pure. Pourquoi donc en aurais-je rougi? Elle me créait une vie nouvelle. Elle m'initiait enfin à tout ce que j'avais désiré connaître et sentir. Jusqu'à un certain point, elle me faisait femme. J'étais heureuse, j'étais fière de me sentir trembler, étouffer, défaillir. La première fois qu'une violente palpitation vint éveiller mon cœur inerte, j'eus autant d'orgueil qu'une jeune mère au premier mouvement de l'enfant renfermé dans son sein. Je devins boudeuse, rieuse, maligne, inégale. Le bon Larieux observa que la dévotion me donnait de singuliers caprices. Dans le monde, on trouva que j'embellissais chaque jour davantage, que mon œil noir se veloutait, que mon sourire avait de la pensée, que mes remarques sur toute chose portaient plus juste et allaient plus loin qu'on ne m'en aurait cru capable.
On en fit tout l'honneur à Larieux, qui en était pourtant bien innocent. Je suis décousu dans mes souvenirs, parce que voici une époque de ma vie où il m'inonde. En vous les disant, il me semble que je rajeunis et que mon cœur bat encore au nom de l'Hélios. Je vous disais tout à l'heure qu'en entendant sonner la pendule, je frémissais de joie et d'impatience. Maintenant encore, il me semble ressentir l'espèce de suffocation délicieuse qui s'emparait de moi au timbre de cette sonnerie. Depuis ce temps-là, des vicissitudes de fortune m'ont amené à me trouver fort heureuse dans un petit appartement du Marais. Eh bien, je ne regrette rien de mon riche hôtel, de mon noble faubourg et de ma splendeur passée, que les objets qui m'eussent rappelé ce temps d'amour et de rêve. J'ai sauvé du désastre quelques meubles qui datent de cette époque et que je regarde avec la même émotion que si l'heure allait sonner et que si le pied de mes chevaux battait le pavé. Oh, mon enfant, n'aimez jamais ainsi, car c'est un orage qui ne s'apaise qu'à la mort. Alors je partais, vive et légère et jeune et heureuse. Je commençais à apprécier tout ce dont se composait ma vie, le luxe, la jeunesse, la beauté. Le bonheur se révélait à moi par tous les sens, par tous les pores. Doucement plié au fond de mon carrosse, les pieds enfoncés dans la fourrure, je voyais ma figure brillante et parée se répéter dans la glace encadrée d'or placée vis-à-vis de moi. Le costume des femmes, dont on s'est tant moqué depuis, était alors d'une richesse et d'un éclat extraordinaire. Porté avec goût et châtié dans ses exagérations, il prêtait à la beauté une noblesse et une grâce moelleuse dont les peintures ne sauraient vous donner l'idée. Avec tout cet attirail de plumes, d'étoffes et de fleurs, une femme était forcée de mettre une sorte de lenteur à tous ses mouvements. J'en ai vu de fort blanches qui, lorsqu'elles étaient poudrées et habillées de blanc, traînant leur longue queue de moire et balançant avec souplesse les plumes de leur front, pouvaient, sans hyperbole, être comparées à des cygnes. C'était, en effet, quoi qu'en ait dit Rousseau, bien plus à des oiseaux qu'à des guêpes que nous ressemblions avec ces énormes plis de satin, cette profusion de mousseline et de bouffante qui cachait un petit corps tout frêle, comme le duvet cache la tourterelle. Avec ses longs ailerons de dentelle qui tombaient du bras, avec ses vives couleurs qui bigarraient nos jupes, nos rubans et nos pierreries, et quand nous tenions nos petits pieds en équilibre dans de jolies mules à talons, c'était alors vraiment que nous semblions craindre de toucher la terre et que nous marchions avec la précaution dédaigneuse d'une bergeronnette au bord d'un ruisseau. À l'époque dont je vous parle, on commençait à porter de la poudre blonde qui donnait aux cheveux une teinte douce et cendrée. Cette manière d'atténuer la crudité des tons de la chevelure donnait au visage beaucoup de douceur et aux yeux un éclat extraordinaire. Le front, entièrement découvert, se perdait dans les pâles nuances de ses cheveux de convention. Il en paraissait plus large, plus pur, et toutes les femmes avaient l'air noble. Aux crêpés, qui n'ont jamais été gracieux, à mon sens, avaient succédé les coiffures basses, les grosses boucles rejetées en arrière et tombant sur le cou et sur les épaules. Cette coiffure m'allait fort bien, et j'étais renommée pour la richesse et l'invention de mes parures. Je sortais tantôt avec une robe de velours, nacara, garnie de grèbe, tantôt avec une tunique de satin blanc, bordée de peau de tigre, quelquefois avec un habit complet de damas lilas, lamé d'argent, et des plumes blanches montées en perles. C'est ainsi que j'allais faire quelques visites en attendant l'heure de la seconde pièce, car l'Hélios ne jouait jamais dans la première. Je faisais sensation dans les salons, et lorsque je remontais dans mon carrosse, je regardais avec complaisance la femme qui aimait l'Hélios et qui pouvait s'en faire aimer. Jusque-là, le seul plaisir que j'eusse trouvé à être belle consistait dans la jalousie que j'inspirais. Le soin que je prenais à m'embellir était une bien bénigne vengeance envers ces femmes qui avaient ourdi de si horribles complots contre moi. Mais du moment que j'aimais, je me mis à jouir de ma beauté pour moi-même. Je n'avais que cela à offrir à l'Hélios en compensation de tous les triomphes qu'on lui daignait à Paris.
Et je m'amusais à me représenter l'orgueil et la joie de ce pauvre comédien si moqué, si méconnu, si rebuté, le jour où il apprendrait que la marquise de R lui avait voué son culte. Au reste, ce n'étaient là que des rêves riants et fugitifs. C'étaient tous les résultats, tous les profits que je tirais de ma position. Dès que mes pensées prenaient un corps et que je m'apercevais de la consistance d'un projet quelconque de mon amour, je l'étouffais courageusement et tout l'orgueil du rang reprenait ses droits sur mon âme. Vous me regardez d'un air étonné. Je vous expliquerai cela tout à l'heure. Laissez-moi parcourir le monde enchanté de mes souvenirs. Vers 8 heures, je me faisais descendre à la petite église des Carmélites, près le Luxembourg. Je renvoyais ma voiture et j'étais censé assister à des conférences religieuses qui s'y tenaient à cette heure-là, mais je ne faisais que traverser l'église et le jardin, je sortais par une autre rue. J'allais trouver dans sa mansarde une jeune ouvrière nommée Florence qui m'était toute dévouée. Je m'enfermais dans sa chambre et je déposais avec joie sur son grabat tous mes atours pour endosser l'habit noir carré, l'épée à gaine de chagrin et la perruque symétrique d'un jeune proviseur de collège aspirant à la prêtrise. Grande comme j'étais, brune et le regard inoffensif, j'avais bien l'air gauche et hypocrite d'un petit prestolet qui se cache pour aller au spectacle. Florence, qui me supposait une intrigue véritable au dehors, riait avec moi de mes métamorphoses, et j'avoue que je ne les eusse pas prises plus gaiement pour aller m'enivrer de plaisir et d'amour, comme toutes ces jeunes folles qui avaient des soupers clandestins dans les petites maisons. Je montais dans un fiacre, et j'allais me blottir dans ma logette du théâtre. Or, alors mes palpitations, mes terreurs, mes joies, mes impatiences cessaient. Un recueillement profond s'emparait de toutes mes facultés et je restais comme absorbé jusqu'au lever du rideau dans l'attente d'une grande solennité. Comme le vautour prend une perdrix dans son vol magnétique, comme il la tient haletante et immobile dans le cercle magique qu'il trace au-dessus d'elle, l'âme de Lélio, sa grande âme de tragédien et de poète, enveloppait toutes mes facultés et me plongeait dans la torpeur de l'admiration. J'écoutais, les mains contractées sur mon genou, le menton appuyé sur le velours d'Utrecht, de la loge, le front baigné de sueur. Je retenais ma respiration, je maudissais la clarté fatigante des lumières qui laissaient mes yeux secs et brûlants, attachés à tous ses gestes, à tous ses pas. J'aurais voulu saisir la moindre palpitation de son sein, le moindre pli de son front. Ces émotions feintes, ces malheurs de théâtre, me pénétraient comme des choses réelles. Je ne savais bientôt plus distinguer l'erreur de la vérité. Lélio n'existait plus pour moi, c'était Rodrigue, c'était Bajazet, c'était Hippolyte. Je haïssais ses ennemis, je tremblais pour ses dangers, ses douleurs me faisaient répondre avec lui des flots de larmes. Sa mort m'arrachait des cris que j'étais forcé d'étouffer en mâchant mon mouchoir. Dans les entr'actes, je tombais épuisé au fond de ma loge, j'y restais comme morte, jusqu'à ce que l'aigre ritournelle m'eût annoncé le lever du rideau. Alors je ressuscitais, je redevenais forte et ardente pour admirer, pour sentir, pour pleurer. Que de fraîcheur, que de poésie, que de jeunesse il y avait dans le talent de cet homme. Il fallait que toute cette génération fût de glace pour ne pas tomber à ses pieds. Et pourtant, quoiqu'il choquât toutes les idées reçues, quoiqu'il lui fût impossible de se faire au goût de ce sot public, quoiqu'il scandalisât les femmes par le désordre de sa tenue, quoiqu'il offensât les hommes par ses mépris pour leur sotte exigence, il avait des moments de puissance sublime et de fascination irrésistible où il prenait tout ce public rétif et ingrat dans son regard et dans sa parole, comme dans le creux de sa main, et il le forçait d'applaudir et de frissonner. Cela était rare, parce que l'on ne change pas subitement tout l'esprit d'un siècle. Mais quand cela arrivait, les applaudissements étaient frénétiques, il semblait que, subjugué alors par son génie,
les Parisiens voulussent expier toutes leurs injustices. Moi, je croyais plutôt que cet homme avait par instant une puissance surnaturelle et que ses plus amers contempteurs se sentaient entraînés à le faire triompher malgré eux. En vérité, dans ces moments-là, la salle de la Comédie-Française semblait frappée de délire et en sortant, on se regardait tout étonné d'avoir applaudi Lelio. Pour moi, je me livrais alors à mon émotion, je criais, je pleurais, je le nommais avec passion, je l'appelais avec folie. Ma faible voix se perdait heureusement dans le grand orage qui éclatait autour de moi. D'autres fois, on le sifflait dans des situations où il me semblait sublime, et je quittais le spectacle avec rage. Ces jours-là étaient les plus dangereux pour moi. J'étais violemment tenté d'aller le trouver, de pleurer avec lui, de maudire le siècle et de le consoler en lui offrant mon enthousiasme et mon amour. Un soir que je sortais par le passage dérobé où j'étais admise, je vis passer rapidement devant moi un homme petit et maigre qui se dirigeait vers la rue. Un machiniste lui ôta son chapeau en lui disant « Bonsoir, monsieur Lelio ». Aussitôt, avide de regarder de près cet homme extraordinaire, je m'élance sur ses traces, je traverse la rue et sans me soucier du danger auquel je m'expose, j'entre avec lui dans un café. Heureusement, c'était un café borgne où je ne devais rencontrer aucune personne de mon rang. Quand, à la clarté d'un mauvais lustre enfumé, j'eus jeté les yeux sur Lelio, je crus m'être trompé et avoir suivi un autre que lui. Il avait au moins 35 ans, il était jaune, flétri, usé, il était mal mis, il avait l'air commun, il parlait d'une voix rauque et éteinte, donnait la main à des pleutres, avalait de l'eau-de-vie et jurait horriblement. Il me fallut entendre prononcer plusieurs fois son nom pour m'assurer que c'était bien là le dieu du théâtre et l'interprète du grand Corneille. Je ne retrouvais plus rien en lui des charmes qui m'avaient fasciné, pas même son regard si noble, si ardent et si triste. Son œil était morne, éteint, presque stupide. Sa prononciation accentuée devenait ignoble en s'adressant aux garçons de café, en parlant de jeux, de cabarets et de filles. Sa démarche était lâche, sa tournure sale, ses joues mal essuyées de fard. Ce n'était plus Hippolyte, c'était Lelio. Le temple était vide et pauvre, l'oracle était muet, le dieu s'était fait homme, pas même homme, comédien. Il sortit, et je restai longtemps stupéfaite à ma place, ne songeant point à avaler le vin chaud épicé que j'avais demandé pour me donner un air cavalier. Quand je m'aperçus du lieu où j'étais et des regards qui s'attachaient sur moi, la peur me prit. C'était la première fois de ma vie que je me trouvais dans une situation si équivoque et dans un contact si direct avec des gens de cette classe. Depuis, l'émigration m'a bien aguerri à ces inconvenances de position. Je me levai et j'essayais de fuir, mais j'oubliais de payer. Le garçon courut après moi. J'eus une honte effroyable. Il fallut rentrer, m'expliquer au comptoir, soutenir tous les regards méfiants et moqueurs dirigés sur moi. Quand je fus sorti, il me sembla qu'on me suivait. Je cherchais vainement un fiacre pour m'y jeter. Il n'y en avait plus devant la Comédie. Des pas lourds se faisaient entendre, toujours sur les miens. Je me retournai en tremblant, je vis un grand escogriffe que j'avais remarqué dans un coin du café et qui avait bien l'air d'un mouchard ou de quelque chose de pis. Il me parla, je ne sais pas ce qu'il me dit, la frayeur m'ôtait l'intelligence. Cependant, j'eus assez de présence d'esprit pour m'en débarrasser. Transformée tout d'un coup en héroïne, par ce courage que donne la peur, je lui allongeai rapidement un coup de canne dans la figure et jetant aussitôt la canne pour mieux courir, tandis qu'il restait étourdi de mon audace, je pris ma course, légère comme un trait, et ne m'arrêtai que chez Florence. Quand je m'éveillai le lendemain à midi dans mon lit à rideaux ouatés et à chapiteaux de plumes rosées, je crus avoir fait un rêve. Et j'éprouvai de ma déception et de mon aventure de la veille une grande mortification.
Je me crus sérieusement guéri de mon amour et j'essayais de m'en féliciter. Mais ce fut en vain. J'en éprouvais un regret mortel. L'ennui retombait sur ma vie, tout se désenchantait. Ce jour-là, je mis l'Arieux à la porte. Le soir arriva et ne m'apporta plus ces agitations bienfaisantes des autres soirs. Le monde me sembla insipide. J'allais à l'église, j'écoutais la conférence résolu à me faire dévote, je m'y enrhumais, j'en revins malade. Je gardai le lit plusieurs jours. La comtesse de Ferrières vint me voir, m'assura que je n'avais point de fièvre, que le lit me rendait malade, qu'il fallait me distraire, sortir, aller à la comédie. Je crois qu'elle avait des vues sur l'Arieux et qu'elle voulait ma mort. Il en arriva autrement. Elle me força d'aller avec elle voir jouer Cinna. « Vous ne venez plus au spectacle, » me disait-elle. « C'est la dévotion et l'ennui qui vous minent. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Lelio. Il a fait des progrès. On l'applaudit quelquefois maintenant. J'ai dans l'idée qu'il deviendra supportable. » Je ne sais comment je me laissais entraîner. Au reste, désenchanté de Lelio, comme je l'étais, je ne risquais plus de me perdre en affrontant ses séductions en public. Je me parais excessivement et j'allais en grande loge d'avant-scène braver un danger auquel je ne croyais plus. Mais le danger ne fut jamais plus imminent. Lelio fut sublime et je m'aperçus que jamais je n'en avais été plus éprise. L'aventure de la veille ne me paraissait plus qu'un rêve. Il ne se pouvait pas que Lelio fût autre qu'il ne me paraissait sur la scène. Malgré moi, je retombais dans toutes les agitations terribles qu'il savait me communiquer. Je fus forcé de couvrir mon visage en pleurs de mon mouchoir. Dans mon désordre, j'effaçai mon rouge, j'enlevai mes mouches, et la comtesse de Ferrières m'engagea à me retirer au fond de ma loge parce que mon émotion faisait événement dans la salle. Heureusement, j'eus l'adresse de faire croire que tout cet attendrissement était produit par le jeu de mademoiselle Hippolyte Clairon. C'était, à mon avis, une tragédienne bien froide et bien compassée, trop supérieure peut-être, par son éducation et son caractère, à la profession du théâtre, comme on l'entendait alors, mais la manière dont elle disait tout beau dans Cinna lui avait fait une réputation de haut lieu. Il est vrai de dire que, lorsqu'elle jouait avec Lelio, elle devenait très supérieure à elle-même. Quoiqu'elle affichât aussi un mépris de bon ton pour sa méthode, elle subissait l'influence de son génie sans s'en apercevoir et s'inspirait de lui lorsque la passion les mettait en rapport sur la scène. Ce soir-là, Lelio me remarqua, soit pour ma parure, soit pour mon émotion, car je le vis se pencher, dans un instant où il était hors de scène, vers un des hommes qui étaient assis à cette époque sur le théâtre, et lui demander mon nom. Je compris cela à la manière dont leurs regards me désignèrent. J'en eus un battement de cœur qui faillit m'étouffer, et je remarquai que dans le cours de la pièce, les yeux de Lelio se dirigèrent plusieurs fois de mon côté. Que n'aurais-je pas donné pour savoir ce qu'il lui avait dit de moi le chevalier de Brétillac, celui qui l'avait interrogé et qui, en me regardant, lui avait parlé à plusieurs reprises. La figure de Lelio, forcée de rester grave pour ne pas déroger à la dignité de son rôle, n'avait rien exprimé qui pût me faire deviner le genre de renseignements qu'on lui donnait sur mon compte. Je connaissais du reste fort peu ce Brétillac, je n'imaginais pas ce qu'il avait pu dire de moi en bien ou en mal. De ce soir seulement, je compris l'espèce d'amour qui m'enchaînait à Lelio. C'était une passion toute intellectuelle, toute romanesque. Ce n'était pas lui que j'aimais, mais le héros des anciens jours qu'il savait représenter. Ces types de franchise, de loyauté, de tendresse, à jamais perdus, revivaient en lui, et je me trouvais avec lui et par lui reporté à une époque de vertu désormais oubliée. J'avais l'orgueil de penser qu'en ces jours-là, je n'eusse pas été méconnue et diffamée, que mon cœur eût pu se donner, et que je n'eusse pas été réduite à aimer un fantôme de comédie. Lelio n'était pour moi que l'ombre du Cid, que le représentant de l'amour antique et chevaleresque dont on se moquait maintenant en France. Lui, l'homme, l'histrion, je ne le craignais guère, je l'avais vu, je ne pouvais l'aimer qu'en public.
Mon Lélio à moi, c'était un être factice que je ne pouvais plus saisir dès qu'on éloignait le lustre de la comédie. Il lui fallait l'illusion de la scène, le reflet des quinquets, le phare du costume pour être celui que j'aimais. En dépouillant tout cela, il rentrait pour moi dans le néant. Comme une étoile, il s'effaçait à l'éclat du jour. Hors les planches, il ne me prenait plus la moindre envie de le voir, et même j'en eusse été désespéré. C'eût été pour moi comme de contempler un grand homme réduit à un peu de cendre dans un vase d'argile. Mes fréquentes absences aux heures où j'avais l'habitude de recevoir Larieux, et surtout mon refus formel d'être désormais sur un autre pied avec lui que sur celui de l'amitié, lui inspirèrent un accès de jalousie mieux fondé, je l'avoue, qu'aucun de ceux qui l'eût ressenti. Un soir que j'allais aux Carmélites, dans l'intention de m'en échapper par l'autre issue, je m'aperçus qu'il me suivait, et je compris qu'il serait désormais presque impossible de lui cacher mes courses nocturnes. Je pris donc le parti d'aller publiquement au théâtre. J'acquis peu à peu l'hypocrisie nécessaire pour renfermer mes impressions, et d'ailleurs je me mis à professer hautement pour Hippolyte Clairon une admiration qui pouvait donner le change sur mes véritables sentiments. J'étais désormais plus gêné, forcé comme je l'étais de m'observer attentivement, mon plaisir était moins vif et moins profond. Mais de cette situation il en naquit une autre qui établit une compensation rapide. Lélio me voyait, il m'observait, ma beauté l'avait frappé, ma sensibilité le flattait. Ses regards avaient peine à se détacher de moi. Quelquefois il en eut des distractions qui mécontentèrent le public. Bientôt il me fut impossible de m'y tromper, il m'aimait à en perdre la tête. Ma loge ayant semblé faire envie à la princesse de Vaudemont, je la lui avais cédée pour en prendre une plus petite, plus enfoncée et mieux située. J'étais tout à fait sur la rampe, je ne perdais pas un regard de Lélio, et les siens pouvaient m'y chercher sans me compromettre. D'ailleurs, je n'avais même plus besoin de ce moyen pour correspondre avec toutes ces sensations dans le son de sa voix, dans les soupirs de son sein, dans l'accent qu'il donnait à certains vers, à certains mots. Je comprenais qu'il s'adressait à moi. J'étais la plus fière et la plus heureuse des femmes, car à ces heures-là, ce n'était pas du comédien, c'était du héros que j'étais aimée. Eh bien, après 2 années d'un amour que j'avais nourri inconnu et solitaire au fond de mon âme, 3 hivers s'écoulèrent encore sur cet amour désormais partagé, sans que jamais mon regard donnât à Lélio le droit d'espérer autre chose que ces rapports intimes et mystérieux. J'ai su depuis que Lélio m'avait souvent suivi dans les promenades. Je ne daignais pas l'apercevoir ni le distinguer dans la foule, tant j'étais peu averti par le désir de le distinguer hors du théâtre. Ces 5 années sont les seules que j'ai vécues sur 80. Un jour, enfin, je lus dans le Mercure de France le nom d'un nouvel acteur engagé à la Comédie-Française à la place de Lélio qui partait pour l'étranger. Cette nouvelle fut un coup mortel pour moi. Je ne concevais point comment je pourrais vivre désormais sans cette émotion, sans cette existence de passion et d'orage. Cela fit faire à mon amour un progrès immense et faillit me perdre. Désormais, je ne me combattis plus pour étouffer dès sa naissance toute pensée contraire à la dignité de mon rang. Je ne m'applaudis plus de ce qu'était réellement Lélio, je souffris. Je murmurais en secret de ce qu'il n'était point ce qu'il paraissait être sur les planches, et j'allais jusqu'à le souhaiter beau et jeune, comme l'art le faisait chaque soir, afin de pouvoir lui sacrifier tout l'orgueil de mes préjugés et toutes les répugnances de mon organisation. Maintenant que j'allais perdre cet être moral qui remplissait depuis si longtemps mon âme, il me prenait envie de réaliser tous mes rêves et d'essayer de la vie positive, sauf à détester ensuite et la vie, et Lélio, et moi-même. J'en étais à ces irrésolutions, lorsque je reçus une lettre d'une écriture inconnue. C'est la seule lettre d'amour que j'ai conservée parmi les 1000 protestations écrites de Larieux et les 1000 déclarations parfumées de cent autres.
c'est qu'en effet, c'est la seule lettre d'amour que j'ai reçue. » La marquise s'interrompit, se leva, alla ouvrir d'une main assurée un coffre de marqueterie et en tira une lettre bien froissée, bien amincie, que je lus avec peine. « Madame, je suis moralement sûr que cette lettre ne vous inspirera que du mépris. Vous ne la trouverez même pas digne de votre colère. Mais qu'importe à l'homme qui tombe dans un abîme une pierre de plus ou de moins dans le fond. Vous me considérerez comme un fou, et vous ne vous tromperez pas. Eh bien, vous me plaindrez peut-être en secret, car vous ne pourrez pas douter de ma sincérité. Quelque humble que la piété vous ait faite, vous comprendrez peut-être l'étendue de mon désespoir. Vous devez savoir déjà, madame, ce que vos yeux peuvent faire de mal et de bien. Eh bien, dis-je, si j'obtiens de vous une seule pensée de compassion, si ce soir, à l'heure avidement appelée, où chaque soir je recommence à vivre, j'aperçois sur vos traits une légère expression de pitié, je partirai moins malheureux, j'emporterai de France un souvenir qui me donnera peut-être la force de vivre ailleurs et d'y poursuivre mon ingrate et pénible carrière. Mais vous devez le savoir déjà, madame, il est impossible que mon trouble, mon emportement, mes cris de colère et de désespoir ne m'aient pas trahi 20 fois sur la scène. Vous n'avez pas pu allumer tous ces feux sans avoir un peu la conscience de ce que vous faisiez. Ah, vous avez peut-être joué comme le tigre avec sa proie, vous vous êtes fait un amusement peut-être de mes tourments et de mes folies. Oh, non, c'est trop de présomption. Non, madame, je ne le crois pas, vous n'y avez jamais songé. Vous êtes sensible aux vers du grand Corneille, vous vous identifiez avec les nobles passions de la tragédie, voilà tout. Et moi, insensé, j'ai osé croire que ma voix seule éveillait quelquefois vos sympathies, que mon cœur avait un écho dans le vôtre, qu'il y avait entre vous et moi quelque chose de plus qu'entre moi et le public. Oh, c'était une insigne, mais bien douce folie. Laissez-la moi, madame, que vous importe? Craindriez-vous que j'allasse m'en vanter? De quel droit pourrais-je le faire, et quel titre aurais-je pour être cru sur ma parole? Je ne ferai que me livrer à la risée des gens sensés. Laissez-la moi, vous dis-je, cette conviction que j'accueille en tremblant et qui m'a donné plus de bonheur à elle seule que la sévérité du public envers moi ne m'a donné de chagrin. Laissez-moi vous bénir, vous remercier à genoux de cette sensibilité que j'ai découverte dans votre âme et que nulle autre âme ne m'a accordée. De ces larmes que je vous ai vues verser sur mes malheurs de théâtre et qui ont souvent porté mes inspirations jusqu'au délire. De ces regards timides qui, je l'ai cru du moins, cherchaient à me consoler des froideurs de mon auditoire. Oh, pourquoi êtes-vous né dans l'éclat et dans le faste? Pourquoi ne suis-je qu'un pauvre artiste sans gloire et sans nom? Que n'ai-je la faveur du public et la richesse d'un financier à troquer contre un nom, contre un de ces titres que jusqu'ici j'ai dédaigné et qui me permettrait peut-être d'aspirer à vous. Autrefois je préférais la distinction du talent à tout autre. Je me demandais à quoi bon être chevalier ou marquis, si ce n'est pour être sot, fat et impertinent. Je haïssais l'orgueil des grands, et je me croyais assez vengé de leur dédain, si je m'élevais au-dessus d'eux par mon génie. Chimère et déception, mes forces ont trahi mon ambition insensée. Je suis resté obscur, j'ai fait pis, j'ai frisé le succès, et je l'ai laissé échapper. Je croyais me sentir grand, et on m'a jeté dans la poussière. Je m'imaginais touché au sublime, on m'a condamné au ridicule. La destinée m'a pris avec mes rêves démesurés et mon âme audacieuse, et elle m'a brisé comme un roseau. Je suis un homme bien malheureux. Mais la plus grande de mes folies, c'est d'avoir jeté mes regards au-delà de cette rampe de quinquet qui trace une ligne invincible entre moi et le reste de la société. C'est pour moi le cercle de Popilius. J'ai voulu le franchir. J'ai osé avoir des yeux, moi comédien, et les arrêter sur une belle femme, sur une femme si jeune, si noble, si aimante, et placée si haut, car vous êtes tous là, madame, je le sais.
Le monde vous accuse de froideur et de dévotion outrée. Moi seul je vous juge, et je vous connais. Un seul de vos sourires, une seule de vos larmes, ont suffi pour démentir les fables stupides qu'un chevalier de Brétillac m'a débitées contre vous. Mais quelle destinée est donc aussi la vôtre? Quelle étrange fatalité pèse donc sur vous comme sur moi, pour qu'au sein d'un monde si brillant et qui se dit si éclairé, vous n'ayez trouvé pour vous rendre justice que le cœur d'un pauvre comédien? Eh bien, rien ne m'ôtera cette pensée triste et consolante. C'est que, si nous étions nés sur le même échelon de la société, vous n'auriez pas pu m'échapper. Quels qu'eussent été mes rivaux, quelle que soit ma médiocrité. Il aurait fallu vous rendre à une vérité, c'est qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que leur fortune et leur titre, la puissance de vous aimer. Lélio. Cette lettre, continua la marquise, étrange pour le temps où elle fut écrite, me sembla, malgré quelques souvenirs de déclamations raciniennes qui percent dans le commencement, tellement forte et vraie, j'y trouvai un sentiment de passion si neuf et si hardi que j'en fus bouleversé. Le reste de fierté qui combattait en moi s'évanouit. J'eusse donné tous mes jours pour 1 heure d'un pareil amour. Je ne vous raconterai pas mes anxiétés, mes fantaisies, mes terreurs. Moi-même, je ne pourrais en retrouver le fil et la liaison. Je répondis quelques mots que voici, autant que je me les rappelle. Je ne vous accuse pas, Lélio, j'accuse la destinée. Je ne vous plains pas seul, je me plains aussi. Pour aucune raison d'orgueil, de prudence ou de pruderie, je ne voudrais vous retirer la consolation de vous croire distingué de moi. Gardez-la, parce que c'est la seule que j'ai à vous offrir, je ne puis jamais consentir à vous voir. Le lendemain, je reçus un billet que je lus à la hâte et que j'eus à peine le temps de jeter au feu pour le dérober à Larieux, qui me surprit occupé à le lire. Il était à peu près conçu en ces termes : « Madame, il faut que je vous parle ou que je meure. Une fois, une seule fois, 1 heure seulement, si vous voulez. Que craignez-vous donc d'une entrevue, puisque vous vous fiez à mon honneur et à ma discrétion? Madame, je sais qui vous êtes, je connais l'austérité de vos mœurs, je connais votre piété, je connais même vos sentiments pour le vicomte de Larieux. Je n'ai pas la sottise d'espérer de vous autre chose qu'une parole de pitié, mais il faut qu'elle tombe de vos lèvres sur moi. Il faut que mon cœur la recueille et l'emporte, ou il faut que mon cœur se brise. Lélio. Je dirais pour ma gloire, car toute noble et courageuse confiance est glorieuse dans le danger, que je n'eus pas un instant la crainte d'être raillé par un impudent libertin. Je crus religieusement à l'humble sincérité de Lélio. D'ailleurs, j'étais payé pour avoir confiance en ma force. Je résolus de le voir. J'avais complètement oublié sa figure flétrie, son mauvais ton, son air commun. Je ne connaissais plus de lui que le prestige de son génie, son style et son amour. Je lui répondis : « Je vous verrai. Trouvez un lieu sûr, mais n'espérez de moi que ce que vous demandez. J'ai foi en vous comme en Dieu. Si vous cherchiez à en abuser, vous seriez un misérable. Et je ne vous craindrai pas. » Réponse : votre confiance vous sauverait du dernier des scélérats. Vous verrez, madame, que Lélio n'est pas un indigne. Le duc de a eu la bonté de me proposer souvent sa maison de la rue de Valois. Qu'en aurais-je fait? Il y a 3 ans qu'il n'existe plus pour moi qu'une femme sous le ciel. Daignez être au rendez-vous au sortir de la comédie. Suivait les indications de lieu. Je reçus ce billet à 4 heures. Toute cette négociation s'était passée dans l'espace d'1 jour. J'avais employé cette journée à parcourir mes appartements comme une personne privée de raison. J'avais la fièvre.
Cette rapidité d'événements et de décisions, contraire à 5 ans de résolution, m'emportait comme un rêve. Et quand j'eus pris le dernier parti, quand je vis que je m'étais engagé et qu'il n'était plus temps de reculer, je tombai accablé sur mon ottomane, ne respirant plus et voyant ma chambre tourner sous mes pieds. Je fus sérieusement incommodé, il fallut envoyer chercher un chirurgien qui me saigna. Je défendis à mes gens de dire un mot à qui que ce fût de mon indisposition. Je craignais les importunités des donneurs de conseils, et je ne voulais pas qu'on m'empêchât de sortir le soir. En attendant l'heure, je me jetai sur mon lit et je défendis ma porte, même à M. de Larieux. La saignée m'avait physiquement soulagé en m'affaiblissant. Je tombais dans un grand accablement d'esprit, toutes mes illusions s'envolèrent avec l'excitation de la fièvre. Je retrouvais la raison et la mémoire, je me rappelais la terrible déception du café, la misérable allure de l'Héliot. Je m'apprêtais à rougir de ma folie, à tomber du fait de mes chimères dans une plate et ignoble réalité. Je ne pouvais plus comprendre comment je m'étais décidé à troquer cette héroïque et romanesque tendresse contre le dégoût qui m'attendait et la honte qui empoisonnerait tous mes souvenirs. J'eus alors un mortel regret de ce que j'avais fait. Je pleurais mes enchantements, ma vie d'amour, et l'avenir de satisfaction pure et intime que j'allais renverser. Je pleurais surtout l'Héliot, qu'en le voyant j'allais perdre à jamais, que j'avais eu tant de bonheur à aimer pendant 5 ans, et que je ne pourrais plus aimer dans quelques heures. Dans mon chagrin, je me tordis les bras avec force, ma saignée se rouvrit, le sang coula avec abondance. Je n'eus que le temps de sonner ma femme de chambre, qui me trouva évanoui dans mon lit. Un profond et lourd sommeil, contre lequel je luttais vainement, s'empara de moi. Je ne rêvai point, je ne souffris point, je fus comme morte pendant quelques heures. Quand j'ouvris les yeux, ma chambre était sombre, mon hôtel silencieux, ma suivante dormait sur une chaise au pied de mon lit. Je restai quelque temps dans un état d'engourdissement et de faiblesse qui ne me permettait pas un souvenir, pas une pensée. Tout d'un coup, la mémoire me revient. Je me demande si l'heure et le jour du rendez-vous sont passés, si j'ai dormi 1 heure ou 1 siècle, s'il fait jour ou nuit, si mon manque de parole n'a pas tué l'Héliot, s'il est temps encore. J'essaie de me lever, mes forces s'y refusent. Je lutte quelques instants, comme dans le cauchemar. Enfin, je rassemble toute ma volonté, je l'appelle au secours de mes membres accablés. Je m'élance sur le parquet, j'entr'ouvre mes rideaux, je vois briller la lune sur les arbres de mon jardin, je cours à la pendule, elle marque 10 heures. Je saute sur ma femme de chambre, je la secoue, je l'éveille en sursaut. « Quinette, quel jour sommes-nous » Elle quitte sa chaise en criant et veut fuir, car elle me croit dans le délire. Je la retiens, je la rassure. J'apprends que j'ai dormi 3 heures seulement. Je remercie Dieu. Je demande un fiacre. Quinette me regarde avec stupeur. Enfin, elle se convainc que j'ai toute ma tête. Elle transmet mon ordre et s'apprête à m'habiller. Je me fis donner le plus simple et le plus chaste de mes habits. Je ne plaçai dans mes cheveux aucun ornement. Je refusais de mettre du rouge. Je voulais avant tout inspirer à l'Héliot l'estime et le respect qui m'étaient plus précieux que son amour. Cependant, j'eus un sentiment de plaisir lorsque Quinette, étonnée de tout ce qui me passait par l'esprit, me dit, en me regardant de la tête aux pieds, « En vérité, madame, je ne sais pas comment vous faites. Vous n'avez qu'une simple robe blanche, sans queue et sans panier. Vous êtes malade et pâle comme la mort. Vous n'avez pas seulement voulu mettre une mouche. Eh bien, je veux mourir si je vous ai jamais vue aussi belle que ce soir. Je plains les hommes qui vous regarderont. » Tu me crois donc bien sage, ma pauvre Quinette ? Hélas, madame la marquise, je demande tous les jours au ciel de le devenir comme vous. Mais jusqu'ici... Allons, ingénu, donne-moi mon mantelet et mon manchon.
À minuit, j'étais à la maison de la rue de Valois. J'étais soigneusement voilée. Une espèce de valet de chambre vint me recevoir. C'était le seul hôte visible de cette mystérieuse demeure. Il me conduisit à travers les détours d'un sombre jardin jusqu'à un pavillon enseveli dans l'ombre et le silence. Après avoir déposé dans le vestibule sa lanterne de soie verte, il m'ouvrit la porte d'un appartement obscur et profond, me montra d'un geste respectueux et d'un air impassible le rayon de lumière qui arrivait du fond de l'enfilade et me dit à voix basse, comme s'il eût craint d'éveiller les échos endormis, « Madame est seule, personne n'est encore arrivé. Madame trouvera dans le salon d'été une sonnette à laquelle je répondrai si elle a besoin de quelque chose. » Et il disparut, comme par enchantement, en refermant la porte sur moi. Il me prit une peur horrible. Je craignis d'être tombé dans un guet-apens. Je le rappelai. Il parut aussitôt. Son air solennellement bête me rassura. Je lui demandai quelle heure il était, je le savais fort bien. J'avais fait sonner plus de 10 fois ma montre dans la voiture. « Il est minuit, » répondit-il, sans lever les yeux sur moi. Je vis que c'était un homme parfaitement instruit des devoirs de sa charge. Je me décidai à pénétrer jusqu'au salon d'été et je me convainquis de l'injustice de mes craintes en voyant toutes les portes qui donnaient sur le jardin fermées seulement par des portières de soie peinte à l'orientale. Rien n'était délicieux comme ce boudoir qui n'était, à vrai dire, qu'un salon de musique, le plus honnête du monde. Les murs étaient de stuc blanc comme la neige, les cadres des glaces en argent mat, des instruments de musique d'une richesse extraordinaire étaient épars sur des meubles de velours blanc à glands de perles. Toute la lumière arrivait du haut, mais cachée par des feuilles d'albâtre qui formaient comme un plafond à la rotonde. On aurait pu prendre cette clarté mate et douce pour celle de la lune. J'examinais avec curiosité, avec intérêt, cette retraite à laquelle mes souvenirs ne pouvaient rien comparer. C'était et ce fut la seule fois de ma vie que je mis le pied dans une petite maison, mais soit que ce ne fût pas la pièce destinée à servir de temple au galant mystère qui s'y célébrait, soit que l'Hélios en eût fait disparaître tout objet qui eût pu blesser ma vue et me faire souffrir de ma situation, ce lieu ne justifiait aucune des répugnances que j'avais senties en y entrant. Une seule statue de marbre blanc décorait le milieu. Elle était antique et représentait Isis voilée avec un doigt sur ses lèvres. Les glaces qui nous reflétaient, elle et moi, pâles et vêtues de blanc, et chastement drapées toutes deux, me faisaient illusion au point qu'il me fallait remuer pour distinguer sa forme de la mienne. Tout d'un coup, ce silence morne, effrayant et délicieux à la fois, fut interrompu. La porte du fond s'ouvrit et se referma. Des pas légers firent doucement craquer les parquets. Je tombai sur un fauteuil, plus morte que vive. J'allais voir les Hélios de près, hors du théâtre. Je fermai les yeux et je lui dis intérieurement adieu avant de les rouvrir. Mais quelle fut ma surprise! L'Hélios était beau comme les anges. Il n'avait pas pris le temps d'ôter son costume de théâtre, c'était le plus élégant que je lui eusse vu. Sa taille, mince et souple, était serrée dans un pourpoint espagnol de satin blanc. Ses nœuds d'épaule et de jarretière étaient en ruban rouge cerise. Un court manteau de même couleur était jeté sur son épaule. Il avait une énorme fraise de point d'Angleterre, les cheveux courts et sans poudre, une toque ombragée de plumes blanches se balançait sur son front, où brillait une rosace de diamants. C'était dans ce costume qu'il venait de jouer le rôle de Don Juan du Festin de Pierre. Jamais je ne l'avais vu aussi beau, aussi jeune, aussi poétique que dans ce moment. Vélasquez se fut prosterné devant un tel modèle. Il se mit à mes genoux. Je ne pus m'empêcher de lui tendre la main. Il avait l'air si craintif et si soumis. Un homme épris au point d'être timide devant une femme, c'était si rare dans ce temps-là. Et un homme de 35 ans, un comédien. N'importe, il me semble encore, qu'il était dans toute la fraîcheur de l'adolescence. Sous ses blancs habits, il ressemblait à un jeune page. Son front avait toute la pureté, son cœur agitait toute l'ardeur d'un premier amour.
Il prit mes mains et les couvrit de baisers dévorants. Alors je devins folle, j'attirai sa tête sur mes genoux, je caressai son front brûlant, ses cheveux rudes et noirs, son cou brun qui se perdait dans la molle blancheur de sa collerette, et Lélio ne s'enhardit point. Tous ses transports se concentrèrent dans son cœur, il se mit à pleurer comme une femme. Je fus inondée de ses sanglots. Oh, je vous avoue que j'y mêlais les miens avec délice. Je le forçais de relever sa tête et de me regarder. Qu'il était beau, grand Dieu, que ses yeux avaient d'éclat et de tendresse, que son âme vraie et chaleureuse prêtait de charme aux défauts même de sa figure et aux outrages des veilles et des années. Oh, la puissance de l'âme! Qui n'a pas compris ces miracles, n'a jamais aimé. En voyant des rides prématurées à son beau front, de la langueur à son sourire, de la pâleur à ses lèvres, j'étais attendrie. J'avais besoin de pleurer sur les chagrins, les dégoûts et les travaux de sa vie. Je m'identifiais à toutes ses peines, même à celles de son long amour, sans espoir pour moi, et je n'avais plus qu'une volonté, celle de réparer le mal qu'il avait souffert. Mon cher Lélio, mon grand Rodrigue, mon beau Don Juan, lui disais-je dans mon égarement. Ses regards me brûlaient. Il me parla, il me raconta toutes les phases, tous les progrès de son amour. Il me dit comment, d'un histrion aux mœurs relâchées, j'avais fait de lui un homme ardent et vivace, comme je l'avais élevé à ses propres yeux, comme je lui avais rendu le courage et les illusions de la jeunesse. Il me dit son respect, sa vénération pour moi, son mépris pour les sottes forfanteries de l'amour à la mode. Il me dit qu'il donnerait tous les jours qui lui restaient à vivre pour 1 heure passée dans mes bras, mais qu'il sacrifierait cette heure-là et tous les jours à la crainte de m'offenser. Jamais éloquence plus pénétrante n'entraîna le cœur d'une femme. Jamais le tendre Racine ne fit parler l'amour avec cette conviction, cette poésie et cette force. Tout ce que la passion peut inspirer de délicat et de grave, de suave et d'impétueux, ses paroles, sa voix, ses yeux, ses caresses et sa soumission me l'apprirent. Hélas, s'abusait-il lui-même, jouait-il la comédie? Je ne le crois certainement pas, m'écriai-je en regardant la marquise. Elle semblait rajeunir en parlant et dépouiller ses 100 ans comme l'a fait Urgelle. Je ne sais qui a dit que le cœur d'une femme n'a point de rides. Écoutez la fin, me dit-elle. Brûlée, égarée, perdue par tout ce qu'il me disait, je jetai mes 2 bras autour de lui, je frissonnais en touchant le satin de son habit, en respirant le parfum de ses cheveux. Ma tête s'égara. Tout ce que j'ignorais, tout ce que je croyais être incapable de ressentir, se révéla à moi. Mais ce fut trop violent. Je m'évanouis. Il me rappela à moi-même par de prompts secours. Je le trouvai à mes pieds, plus timide, plus ému que jamais. « Ayez pitié de moi, » me dit-il. « Tuez-moi, chassez-moi. » Il était plus pâle et plus mourant que moi. Mais toutes ces révolutions nerveuses que j'avais éprouvées dans le cours d'une si orageuse journée me faisait rapidement passer d'une disposition à une autre. Ce rapide éclair d'une nouvelle existence avait pâli, mon sang était redevenu calme, les délicatesses du véritable amour reprirent le dessus. « Écoutez, Lélio, lui dis-je, ce n'est point le mépris qui m'arrache à vos transports. Il se peut faire que j'ai toutes les susceptibilités qu'on nous inculque dès l'enfance et qui deviennent pour nous comme une seconde nature. Mais ce n'est pas ici que je pourrais m'en souvenir, puisque ma nature elle-même vient d'être transformée en une autre qui m'était inconnue. Si vous m'aimez, aidez-moi à vous résister. Laissez-moi emporter d'ici la satisfaction délicieuse de ne vous avoir aimé qu'avec le cœur. Peut-être, si je n'avais appartenu à personne, me donnerais-je à vous avec joie. Mais sachez que la rue m'a profané. Sachez qu'entraîné par l'horrible nécessité de faire comme tout le monde, j'ai subi les caresses d'un homme que je n'ai jamais aimé.
Sachez que le dégoût que j'en ai ressenti a éteint chez moi l'imagination au point que je vous haïrais peut-être à présent si j'avais succombé tout à l'heure. Ah, ne faisons point ce terrible essai. Restez purs dans mon cœur et dans ma mémoire. Séparons-nous pour jamais et emportons d'ici tout un avenir de pensées riantes et de souvenirs adorés. Je jure, Lélio, que je vous aimerai jusqu'à la mort. Je sens que les glaces de l'âge n'éteindront pas cette flamme ardente. Je jure aussi de n'être jamais un autre homme après vous avoir résisté. Cet effort ne me sera pas difficile, et vous pouvez me croire. Lélio se prosterna devant moi, il ne m'implora point, il ne me fit point de reproches, il me dit qu'il n'avait pas espéré tout le bonheur que je lui avais donné et qu'il n'avait pas le droit d'en exiger davantage. Cependant, en recevant ces adieux, son abattement et l'émotion de sa voix m'effrayèrent. Je lui demandai s'il ne penserait pas à moi avec bonheur, si les extases de cette nuit ne répandraient pas leur charme sur tous ces jours, si ses peines passées et futures n'en seraient pas adoucies chaque fois qu'il l'invoquerait. Il se ranima pour jurer et promettre tout ce que je voulus. Il tomba de nouveau à mes pieds et baisa ma robe avec emportement. Je sentis que je chancelais, je lui fis un signe, et il s'éloigna. La voiture que j'avais fait demander arriva. L'intendant automate de ce séjour clandestin frappa 3 coups en dehors pour m'avertir. Lélio se jeta devant la porte avec désespoir. Il avait l'air d'un spectre. Je le repoussai doucement, et il céda. Alors je franchis la porte, et comme il voulait me suivre, je lui montrai une chaise au milieu du salon, au-dessous de la statue d'Isis. Il s'y assit, un sourire passionné erra sur ses lèvres, ses yeux firent jaillir un dernier éclair de reconnaissance et d'amour. Il était encore beau, encore jeune, encore grand d'Espagne. Au bout de quelques pas, et au moment de le perdre pour jamais, je me retournai et jetai sur lui un dernier regard. Le désespoir l'avait brisé. Il était redevenu vieux, décomposé, effrayant. Son corps semblait paralysé. Sa lèvre contractée essayait un sourire égaré, son œil était vitreux et terne. Ce n'était plus que Lélio, l'ombre d'un amant et d'un prince. La marquise fit une pause, puis, avec un sourire sombre et en se décomposant elle-même comme une ruine qui s'écroule, elle reprit « Depuis ce moment, je n'ai pas entendu parler de lui. » La marquise fit une nouvelle pause, plus longue que la première, mais avec cette terrible force d'âme que donne l'effet des longues années, l'amour obstiné de la vie ou l'espoir prochain de la mort, elle redevint gaie et me dit en souriant « Eh bien, croirez-vous désormais à la vertu du XVIIIe siècle ?»« Madame, lui répondis-je, je n'ai point envie d'en douter. Cependant, si j'étais moins attendri, je vous dirais peut-être que vous fûtes très bien avisé de vous faire saigner ce jour-là. »« Misérables hommes, dit la marquise, vous ne comprenez rien à l'histoire du cœur. »